De ce journal de l'Afrique, pas d'accord de paix à Kampala entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais. Les deux parties ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'intitulé du texte. Les explications de notre envoyé spécial dans la capitale ougandaise. Près de 2 mois après l'attaque du centre commercial de Westgate à Nairobi, 4 suspects comparaissent à nouveau devant le tribunal. Ils demandent leur libération sous caution. Toumaï fait son entrée à l'UNESCO. Un moulage du crâne du plus vieil hominidé découvert à ce jour a été offert par le Tchad. Et c'est le président tchadien Idriss Déby qui a participé à une cérémonie à Paris. Reportage dans cette édition. À Kampala, la capitale ougandaise, on pensait célébrer ce lundi la signature d'un accord entre les rebelles et le gouvernement. Mais la signature du texte consacrant la fin de la guerre entre le M23 et les autorités congolaises est reportée, sine die. La principale pierre d'achoppement, c'est l'intitulé du document à signer, accord ou déclaration. Les deux parties n'arrivent pas à s'entendre. Écoutez les précisions de Mehdi Beneb à Kampala. C'est l'intitulé du document qui bloque pour le gouvernement congolais. Ça doit être une simple déclaration, mais le M23 tient à signer un accord de paix. Pour le ministre congolais des Affaires étrangères qui déclarait à la sortie des pourparlers que la réalité du terrain avait changé la donne. En clair, la défaite militaire du M23 doit transparaître d'une manière ou d'une autre, d'où cette simple déclaration. Raymond Tshibanda ajoute d'ailleurs que ce n'est pas un simple intitulé, mais la nature même du document qui est en jeu. Entre les lignes, Kinshasa ne veut pas faire jeu égal avec le M23 et c'est un non-sens selon les Congolais. Le chef de la diplomatie congolaise l'a d'ailleurs dit. On a d'un côté un gouvernement légitime et de l'autre une ex-rébellion qui a déposé les armes. Accord ou déclaration, mais au-delà de cet intitulé, Mehdi, est-ce qu'il y a un désaccord sur le fond de ce texte ? Non, sur le fond, les deux camps sont tombés d'accord, ils le disent. Sur les 11 articles, l'amnistie, tout d'abord, qui exclut tous ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, que va devenir donc le chef militaire Sultani Makenga, qui s'est rendu la semaine dernière en Ouganda. L'accord doit encore le préciser, mais il sera très certainement poursuivi. Autre point important, le cantonnement des ex-rebelles. Il n'aura pas lieu, comme le voulait le M23, dans une zone frontalière de l'Ouganda et du Rwanda. Il y a aussi le désarmement et l'intégration. Kampala assure avoir désarmé 1700 combattants la semaine dernière, un chiffre irréaliste pour beaucoup d'observateurs, car d'après plusieurs sources, ils étaient tout au plus 300 à prendre la fuite après la dernière bataille dans les derniers bastions à Tchanzu et Runyoni. En tout cas, que vont-ils advenir? Que vont-ils devenir? Pour le moment, pas de réponse. Et la signature de ce document pour clore la guerre joue une fois de plus les prolongations. L'opposition rwandaise en exil demande à Kampala de protéger les demandeurs d'asile rwandais présents sur son territoire. Dans une lettre adressée au président Museveni, ses opposants affirment qu'au moins une vingtaine de réfugiés rwandais ont été tués en Ouganda depuis 2010. Parmi les signataires, les forces démocratiques unifiées présidées par Victoire Ingabire, une Hutu rwandaise, ex-candidate à la présidentielle, emprisonnée au Rwanda. Et on a appris ce lundi que l'ex-président Laurent Gbagbo restera en détention à La Haye dans l'attente d'un éventuel procès, malgré notamment l'amélioration de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a indiqué la Cour pénale internationale, dont le règlement prévoit que cette question de la détention soit réexaminée au moins tous les 120 jours. Par ailleurs, la défense de l'ex-chef de l'État ivoirien a demandé à la CPI de proroger différentes procédures afin qu'elle ait le temps d'étudier plus de 1800 nouvelles pièces ajoutées au dossier par l'accusation. Au Kenya, 4 suspects de l'attaque du centre commercial de Westgate ont comparu à nouveau devant un tribunal de Nairobi. Ils sont inculpés de soutien à un groupe terroriste et ils demandent leur libération sous caution. Nicolas Germain. Près de 2 mois après l'attaque, on connaît toujours peu de détails sur les 4 chebabs qui l'ont perpétré. Ces autres Somaliens sont soupçonnés de les avoir aidés. Ils demandent à être libérés sous caution. Le procureur s'y oppose fermement. Ces personnes ont participé au complot. Donc si vous les libérez sous caution, elles pourraient nuire à l'enquête. Elles pourraient même préparer une nouvelle attaque. Les services de sécurité ont dit à Associated Press que l'un des 4 chebabs avait vécu à une époque au camp de réfugiés de Kakuma, dans le nord-ouest du Kenya. Cette nouvelle intervient au lendemain d'un accord signé entre le Kenya, la Somalie et l'Agence de l'ONU pour les réfugiés. Cet accord stipule que les réfugiés somaliens ne peuvent être forcés à rentrer chez eux. Une décision qui rassurera nombre d'entre eux, car certains hommes politiques au Kenya affirment que ces camps présentent un risque sécuritaire et souhaitent les fermer. Notamment celui de Dadaab, le plus grand au monde. Il compte 400 000 réfugiés, surtout des Somaliens qui ont fui depuis 2 décennies la guerre dans leur pays.
Et en Somalie, une centaine de personnes sont mortes dans la province semi-autonome du Puntland. Un cyclone tropical a ravagé cette région durant le week-end. Les villes de Bandar Belle et Eil ont été particulièrement touchées. Des centaines de maisons et de têtes de bétail ont été balayées d'après les autorités. C'est une crise politique de près de 3 mois qui a pris fin au Niger. Le Premier ministre a obtenu la confiance du Parlement avec une majorité confortable. Après 13 heures de débat houleux, le résultat est tombé. 70 voix pour, 43 contre. Un résultat qui a fait l'effet d'une douche froide dans les rangs de l'opposition. Des opposants ont en effet voté pour le programme du gouvernement, au cœur des tensions et de la fronde de l'opposition contre le camp du président Issoufou. Le départ du parti de Hama Amadou de la mouvance présidentielle en août dernier. Toumaï s'installe à Paris. C'est en fait un moulage du crâne du plus vieil hominidé du monde qui a été donné ce lundi par le président tchadien à l'UNESCO. Daté d'environ 7 millions d'années, Toumaï a été mis au jour en 2001 dans le désert tchadien. Sylvain Rousseau et Alexandra Renard ont assisté à la cérémonie de donation à Paris. Vous êtes les yeux dans les yeux avec le plus ancien représentant de la famille humaine. Toumaï, c'est le nom donné à ce crâne découvert en 2001 par une équipe de chercheurs franco-tchadiens. Cet hominidé de 7 millions d'années a 2 fois l'âge de Lucie. Une fierté pour le président du Tchad. Vous êtes tous les descendants de Toumaï, quel que soit leur couleur. Cette aventure scientifique, archéologique n'est pas encore terminée. Toumaï a des sœurs, a des frères, mais voire même peut-être épouses ou époux. Il s'agit du moulage du fossile Toumaï qui signifie espoir de vie. Ce mâle mesurait environ 1 mètre et pesait près de 35 kilos. Je voudrais vous remercier très profondément au nom de l'UNESCO de cet honneur que vous nous faites en nous léguant cette copie que nous recevons comme un petit morceau de l'humanité. La découverte de Toumaï, à 2500 km à l'ouest du rift africain, remet en cause la théorie selon laquelle la lignée humaine est apparue en Afrique de l'Est. Il est tchadien, donc il est de l'Afrique centrale, il est de l'Afrique subsaharienne, il est africain. Et donc ça confirme très largement que le continent africain est le berceau de l'humanité. Le crâne original repose dans les coffres-forts du musée de N'Djamena. Seuls les chercheurs y ont accès. Et comme à chaque déplacement du président Déby, des opposants, des membres d'associations ont dénoncé sa venue, l'accusant d'exactions et de torture contre la population tchadienne. Ils étaient une vingtaine à manifester devant l'UNESCO. Écoutez l'un d'entre eux. On aurait pu être fier de cet événement si le peuple tchadien était libre et qui vit dans la démocratie et la justice sociale. Même l'UNESCO maintenant, cette grande maison qui promet la liberté, la démocratie et la culture à travers le monde, s'est fait entretenir et berner par des dictateurs. Au Maroc, la désertification inquiète les autorités. Et pour lutter contre l'avancée du sable, un projet d'envergure a été lancé, planter 2 millions de palmiers. Il s'agit aussi de trouver des remèdes à l'exode rural. Salima Belhadj avec AITV. Les palmiers dattiers sont la seule culture qui survit aux conditions climatiques extrêmes au sud du Maroc. Ces arbres peuvent subir plusieurs mois de sécheresse avec des températures allant au-delà des 50 degrés Celsius. Afin d'augmenter les revenus, créer de nouveaux emplois, mais surtout réduire l'exode rural, le gouvernement marocain a lancé une campagne visant à planter 2 millions de palmiers dattiers d'ici à 2020. L'objectif à 2020, c'est de doubler carrément la production qui est en moyenne maintenant de 30 000 tonnes. On va la doubler à 60 000 tonnes pour satisfaire la demande locale et avoir notre part au niveau international. Actuellement, nous sommes à 1500 hectares d'extension. Pour réussir ce programme lancé en 2009, plus de 300 000 plants de palmiers dattiers sont produits en laboratoire chaque année. C'est une technique de biotechnologie qui permet la production de 1000 boutures à partir d'un seul plant, grâce à la culture in vitro. C'est une technique qui permet une multiplication massive, une multiplication rapide, et l'essentiel, c'est qu'il permet la production des plants sains et indemnes de maladies. Et pour s'ouvrir davantage à l'exportation, l'industrie dattière a été modernisée. 23 zones de stockage réfrigérées comme celle-ci vont être développées et les normes de qualité et d'emballage ont été réévaluées pour correspondre aux standards internationaux. Toute la filière a été modernisée afin d'améliorer le goût de la datte et sa qualité sanitaire. L'objectif est aussi d'augmenter la production et les revenus des paysans.
Les paysans marocains sont également formés aux techniques modernes afin d'améliorer la taille et la qualité des dattes. Et les cultures vivrières ne sont pas oubliées dans ce programme. Elles peuvent même s'épanouir à l'ombre des palmiers. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique, Pauline. Merci beaucoup, Pauline. Restez avec nous sur France 24 Paris Direct. Continue, je vous retrouve dans un instant pour une nouvelle demi-heure d'information. À tout de suite.